Je reçois maintenant l'ex-secrétaire général de l'ONU, et oui, vraiment merci d'être là, ça nous fait très plaisir de vous avoir, c'est un peu exceptionnel, donc on est content. L'ex-secrétaire général de l'ONU, donc aujourd'hui reconverti dans la francophonie, Boutros Boutros-Ghali, pour la parution chez Fayard de son livre, de son deuxième livre, Mes années à la Maison de Verre. Alors bonsoir Monsieur Boutros-Ghali. Bonsoir. Très heureux de vous avoir. Donc en fait Boutros ça veut dire Pierre, hein, c'est ça? Oui. Hein, et alors le président Sadat avec qui vous avez travaillé pendant de longues années, quand il était de bonne humeur il vous appelait Boutros et puis quand il vous appelait Pierre c'est qu'il était un peu moins content, c'est ça? Il m'appelait Peter, parce que je ne sais pas pourquoi. Et alors, l'interprétation qu'il avait donnée à Menachem Begin, oui, c'est qu'il a une tête de pierre. Ah oui, d'accord. Donc, il est compliqué, il faut lui cogner dessus pour qu'il change d'avis. C'est vrai que vous êtes quelqu'un, on va en parler. Alors, vos parents, vous dites, parce que vos parents vous grondaient en français, c'est une famille très, très cultivée du Moyen-Orient, et vous grondez en français. C'est pour ne pas nous humilier devant le personnel. Oui. Ah oui, d'accord. Mais c'était bien, il préservait votre amour-propre. Exactement. C'est très bien. Mais parfois, quand il voulait que la granderie soit plus sévère, il la disait en arabe. Ah oui, d'accord. Donc, vous avez été secrétaire général de l'ONU, on va en parler. Aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de la francophonie, vous avez fait des études en français. Alors, pourquoi ce livre, la version originale du livre, est-elle en anglais? Pourquoi vous ne l'avez pas écrit directement en français? D'abord, je l'ai écrit en partie en français, partie en anglais. Tout dépendait des documents que j'avais à ma disposition. Mais je tenais à m'adresser d'abord aux lecteurs américains. Oui. Si j'avais publié le livre en France, j'aurais eu beaucoup de difficultés à le traduire en américain et à trouver un éditeur. Alors le contraire était plus facile, de le publier en Amérique, et donc je m'adressais surtout à public américain. Oui, dans la mesure, je voulais qu'ils sachent que fait son gouvernement. Quand on lit le bouquin, on sait. Hein, ça, vous ne mâchez pas vos mots. Pour un diplomate, vous y allez assez fort, d'ailleurs. Alors, ça s'appelle donc Mes années à la Maison de Verre. C'est chez Fayard, comme je l'ai dit. Donc, ça raconte l'époque. Vous étiez secrétaire général de l'ONU de 92 à 96. Et alors, à l'expiration de votre premier mandat, en 96, généralement, on fait toujours 2 mandats quand on est secrétaire général de l'ONU. Et vous, fait complètement inhabituel, les États-Unis s'y sont opposés malgré le soutien, vous avez dit le soutien de tout le monde, la Russie, l'Angleterre, les pays arabes, l'Afrique, l'Asie. Un vote au Conseil de sécurité de 14 voix en faveur de ma réélection, oui, et un veto pour la première fois dans l'histoire de l'après-guerre, l'utilisation du veto. Oui. Alors eux, ils imposent Kofi Annan, les Américains, qui est effectivement, enfin, on peut le croire, en tous les cas, on l'a vu au sujet du Kosovo, plus souple avec eux, puisqu'il y a eu, comme on en parlera tout à l'heure, violation de la charte. Alors, dès 92 quand même, vous êtes le premier secrétaire général de l'ONU d'origine, enfin du continent africain, disons, vous déclarez « Je suis un homme libre et indépendant et je n'ai aucun patron ». Est-ce que vous ne pensez pas que ça a commencé un peu à les énerver dès le début, ça? Non, je pense que mes rapports étaient bons dès le début. Et comme je dis, je n'ai aucun patron, j'ai dit souvent aussi que j'ai 185 patrons, oui, qui étaient à ce moment le nombre d'États. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous travaillez sous le regard de 185 ambassadeurs et vous dites finalement, c'est vraiment une maison de verre, l'ONU, parce que je suis surveillé, je suis fliqué. Oui, tout est surveillé. Mais je pense que lorsque je disais que le secrétaire général doit avoir un minimum d'indépendance, ceci était conforme à la charte. Et que le secrétaire général ne doit pas recevoir des instructions d'un État, ceci est aussi conforme à la charte. Alors, dès le début, vous découvrez quand même que c'est pas facile. Vous dites que la bureaucratie est encore plus lourde que la bureaucratie égyptienne, et c'est pas peu dire. Alors, vous y allez, hein. Vous supprimez, là je raconte un peu pour montrer votre action, vous supprimez 16 postes de ministres, au lieu de 38 rapporteurs spéciaux, vous en gardez 10, vous fusionnez 5 départements en un. Et alors vous dites, à ce moment-là, mon métier c'était d'être provocant. C'est-à-dire que dès le début, vous avez eu le sentiment il fallait taper un peu sur la table, quoi. Il fallait le faire au début, parce qu'après ça, vous commencez à vous habituer, vos collaborateurs deviennent des amis, et il est beaucoup plus difficile de pouvoir agir. Oui, c'est l'état de grâce au départ, vous avez profité de votre état de grâce. Alors, en 95, les problèmes, donc à 1 an de votre réélection, les problèmes commencent avec les USA, et vous dites, d'ailleurs à cette époque, vous déclarez, les Américains, ils disent toujours, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, mais enfin, dès qu'on touche à leurs privilèges, ils sont pas contents, ils sont pas d'accord. Donc là, il y a déjà un petit sentiment de frottement entre les Américains et vous qui t'exprimez. Mais je dois vous avouer que j'ai eu des frottements avec d'autres États, puisqu'à partir du moment où voulez-vous défendre l'indépendance, le seul personnage qui défend vraiment l'indépendance des Nations Unies, c'est le secrétaire général. Les États, eux, utilisent les Nations Unies comme un ustensile pour promouvoir leur propre politique nationale. Donc il est normal que je vais avoir
des difficultés, pas seulement avec les États-Unis, mais avec les autres États membres aussi. Avec qui vous en avez eu, à part les États-Unis, des problèmes le plus? En deuxième position dans les problèmes? En deuxième position, j'ai eu des problèmes avec des États qui me sont très familiers. J'ai eu des problèmes avec l'État d'Israël, j'ai eu des problèmes avec l'Irak, j'ai eu des problèmes avec la France. À un certain moment, si vous vous rappelez la presse française, on disait la valse des généraux parce qu'on a changé 2 ou 3 généraux en Bosnie. Donc j'ai eu des problèmes avec plusieurs États. Mais ceci dit, il ne faut pas souligner le fait d'avoir des problèmes. Je m'entendais très bien avec les États-Unis sur différents autres problèmes. Le problème, M. Boutros-Ghali, c'est qu'à un moment, l'affaire de votre réélection devient une affaire de politique intérieure américaine, c'est-à-dire c'est au moment de l'élection présidentielle américaine. Et là, effectivement, vous êtes soumis à un feu nourri de critiques. Et d'ailleurs, Bob Dole, c'est vous qui dites ça, Bob Dole, vous appelez Boutros, ce qui veut dire bout, ça veut dire où. Hein, ou comme ça. Parce qu'aux États-Unis, en France, quand on veut siffler quelqu'un, on siffle. Ouais. En Égypte, on frotte comme il y a du sable, on frotte les pieds, ça fait un certain bruit. En Amérique, on dit bouh. Voilà. Alors mon nom, évidemment, prêtait. Alors il disait, I will never accept that Boutros. Boutros. Alors tout le monde applaudissait. Alors je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais enfin, c'est de la discrimination. Ouais. C'est presque la discrimination raciale. C'est ce nom que m'ont imposé mes parents. Il me dit, oui, mais ça me rend tellement populaire. Ouais. Alors, vous comprenez, des élections sont des élections. Démagogie. Mais vous êtes aussi heurté à Madeleine Albright, dont vous avez dit d'ailleurs, je suis stupéfait par le mépris et l'indifférence de Madeleine Albright. Ça dépend des moments. On s'entendait parfois et dans d'autres circonstances, nous étions en total désaccord. Ouais. Alors vous payez un petit peu votre côté perturbateur indépendant et vous dites vous-même d'ailleurs, j'étais aussi bien contre le tout ayatollah que contre le tout Coca-Cola. C'est-à-dire vous essayez, vous, au milieu comme ça, d'être le médiateur, d'être le... Vous savez, je pense que si nous voulons que les Nations Unies soient appelées à jouer un rôle, surtout face à la globalisation, il faut qu'elle ait un minimum d'indépendance. Et je reviens à un document que j'ai présenté. Ça ne sert à rien de vouloir promouvoir la démocratie, ce que je fais actuellement dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie, si au sommet vous avez un régime qui est antidémocratique ou qui est autoritaire. Donc, comme vous avez la globalisation de l'économie, la globalisation des communications, vous devez aussi prévoir la globalisation de la démocratie. Bien sûr. Alors vous quittez l'ONU, finalement, donc vous n'êtes pas réélu, hein, et vous dites que ça a été un vrai bras de fer qui m'a même fait perdre 7 kilos, et mon sens de l'humour, ce qui, d'après ma femme, était beaucoup plus grave. Donc ça a été une épreuve pour vous, on sent bien d'ailleurs, dans votre livre, je dis pas de l'amertume, mais on sent quand même que vous trouvez ça injuste, quoi. Oui, mais j'ai essayé surtout de garder mon sens de l'humour. Si vous ne gardez pas votre sens de l'humour, alors à ce moment où vous vous prenez au sérieux, ou vous faites une dépression. Ouais. Alors, votre bilan est plutôt positif sur le Salvador, le Mozambique, le Cambodge, le Guatemala, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Question comme ça, incidente par rapport à l'Afrique du Sud. Est-ce que vous pensez, bon, tous ceux qui sont d'origine, les Blancs d'origine anglo-saxonne, retournent en Angleterre, mais les Afrikaners, c'est-à-dire ceux qui sont d'origine hollandaise, veulent rester en disant, nous, on est une tribu blanche d'Afrique, et finalement, il n'y a pas de raison qu'on ne reste pas. Quand tu es arrivé ici, il n'y avait personne, donc c'est à nous. Comment vous voyez l'avenir de ces gens-là? Je pense que c'est un problème de réadaptation. Je pense que la présence de Nelson Mandela a surmonté la phase la plus difficile, qui est la phase de la transition. Et je pense que la nouvelle équipe qui est au pouvoir et qui bénéficie de l'image de Nelson Mandela va pouvoir surmonter les difficultés. Évidemment, le problème qui se pose, c'est que vous avez une minorité blanche qui est extrêmement riche et la grande majorité noire qui est extrêmement pauvre. Mais je pense que... Vous pensez que des Blancs vont rester en Afrique du Sud? Je pense que les Blancs vont rester en Afrique du Sud. Très bien, c'était effectivement ma question. Alors vous avez aussi créé les tribunaux internationaux contre les crimes de guerre au sujet des guerres de Bosnie et du Rwanda. Alors dans les trucs qui ont un peu moins bien marché, enfin bon, il y a l'ex-Yougoslavie, parce que déjà en 1994, vous vouliez retirer les troupes de Yougoslavie, l'Angola, la Somalie, le Libéria. Voilà, si on veut faire un bilan un peu équitable, non? Oui, mais vous savez, il faudrait mentionner autre chose, je crois que je l'ai mentionné dans ce livre, ces conférences internationales que nous avons tenues, qui, dans une certaine mesure, ont adopté des normes qui vont régir le prochain siècle. Nous avons tenu une conférence au niveau des chefs d'État à Rio de Janeiro
pour discuter des problèmes de l'environnement pour la première fois. Nous avons tenu une conférence à Vienne sur développement et droits de l'homme. Nous avons tenu une conférence au Caire sur l'effet de l'explosion démographique et le développement. Nous avons tenu une conférence qui a obtenu surtout l'accord du président Mitterrand à Copenhague sur la dimension sociale du développement. Nous avons tenu une conférence des femmes à Pékin. Donc, nous avons tenu une série de conférences. Vous avez semé des graines qui donneront des fruits au siècle prochain. Qui ont déjà donné des fruits, je pense. Alors, l'avenir de l'ONU, évidemment, tout le monde rêve d'un gouvernement mondial qui fasse régner l'ordre sur la planète. C'est une utopie. Mais les USA étant une superpuissance, on voit mal comment les USA accepteraient de donner tout ou partie de leur pouvoir à l'ONU, parce qu'on n'a jamais vu personne qui donne le pouvoir sans y être obligé par la force. Vous êtes d'accord avec moi? Donc comment est-ce qu'on peut envisager finalement l'avenir de l'ONU face à cette superpuissance américaine? Toutes les superpuissances n'ont duré qu'un siècle ou deux, que ce soit l'Empire romain ou l'Empire britannique. Ensuite, à partir du moment où vous allez avoir d'autres superpuissances qui vont naître, je reviens de Chine, je pense à la Chine. Si l'Union européenne s'intègre encore mieux, ça devient une autre superpuissance. Et ensuite, il ne faut pas seulement des superpuissances. Il vous faut des États, même des États moyens, qui ont la volonté politique de s'intéresser aux affaires internationales. À ce moment-là, vous avez un débat politique. À ce moment-là, vous avez un échange. Mais c'est quand même, M. Boutros-Ghali, c'est quand même un peu moins le cas qu'à une époque, parce que moi je me souviens des non-alignés avec Soekarno, Nasser, etc. Ça n'existe plus, que c'est une espèce de troisième pôle à l'époque, il y avait l'Est, l'Ouest et les non-alignés, par exemple. Je suis d'accord avec vous, mais croyez-moi que si vous avez un État qui connaît bien ses dossiers et qui s'intéresse aux affaires internationales, alors à ce moment, il peut discuter. La puissance américaine vient d'une part de la puissance percée des États-Unis, mais elle vient aussi de la résignation des autres États et de l'indifférence, du repli sur soi, d'un manque d'intérêt. Repli identitaire. Est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous pensez donc qu'à terme, l'ONU va prendre plus de pouvoir sur la planète, ou qu'au contraire, ce sera toujours sous les fourches codines, sera toujours obligé de passer sous les fourches codines des États-Unis? Je pense que tôt ou tard, on devra inventer, si l'ONU ne reprend pas sa force, on devra inventer d'autres organisations internationales qui devront régir la mondialisation. Parce que vous avez différentes mondialisations qui ont chacune leur propre spécificité. Donc il s'agit de trouver des organes pour gérer ces mondialisations. D'accord. Alors, les États-Unis, ils n'ont quand même toujours pas payé, ils ont toujours des arriérés, ils ne payent pas, en plus, non? Non, ils ne payent pas. Leur contribution, ils ne payent mais pas. Ils avaient dit que s'ils allaient me mettre à la porte, ils pourraient payer. Ils n'ont pas payé quand même. Ben, ils n'ont pas payé quand même. En plus, ils ne sont pas honnêtes. Et alors, il y a eu le Kosovo, évidemment, où on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu une violation de la Charte des Nations Unies. Ça, vous n'étant plus là, ça a été peut-être plus facile pour eux. Et comment vous voyez l'intervention des États-Unis aux Nations Unies, au Timor? Ces gens-là, on leur dit votez, ça y est, c'est la liberté, c'est formidable, allez voter. Puis dès qu'ils ont voté, on les laisse être massacrés par des milices indonésiennes. Je pense que c'est un manque de préparation. Il aurait fallu prévoir. Il faudrait avoir une présence militaire avant les élections et refuser de faire des élections s'il n'y avait pas une présence militaire. Je ne sais pas si ça a été une bonne idée de faire un référendum tout de suite. Apparemment non. Il aurait fallu laisser du temps. N'oubliez pas que vous avez un certain nombre d'habitants de Timor qui vivent en Indonésie. Oui. Donc ça va leur poser des problèmes. N'oubliez pas aussi que ce qui s'est passé à Timor peut donner exemple à des sécessions analogues dans des centaines d'autres îles. Est-ce que nous avons intérêt à contribuer à la décomposition d'un État aussi grand que l'Indonésie? Surtout qu'il est facile à émietter puisque c'est beaucoup d'îles. Exactement. Alors, très bien, merci. Maintenant, on va parler un petit peu de vous plus précisément, disons, et moins de votre action. Donc, vous êtes d'une riche famille copte. Alors, il faut expliquer peut-être un peu pour nos amis téléspectateurs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas musulman, égyptien, mais non musulman. Écoutez, vous avez à peu près, l'Égypte était chrétienne jusqu'au VIe siècle, et puis il y a eu l'invasion arabe, et du VIe au XXe siècle, l'Égypte a été peu à peu islamisée. Il est resté une poche qui, elle, a maintenu la religion, qui a créé la tradition monastique en Égypte, ce sont les Coptes.
et qui continue. Il représente à peu près 10% de la population. Alors, Donc vous avez 7 millions à 8 millions de Coptes. Est-ce qu'ils souffrent de l'islamisation? Non. Ils coexistent depuis le VIe siècle. Oui, c'est vrai. Donc ils ont dû trouver différentes méthodes de coexistence. Alors, votre grand-père s'appelait Pierre Boutros-Ghali, et pas Boutros-Ghali. Lui, alors, il était le premier... Il s'appelait Boutros, on n'a jamais utilisé le Pierre. Ah bon, pardon. Boutros veut dire Pierre. Pierre, oui. Il a été le premier ministre non musulman, donc d'Égypte. Il a malheureusement d'ailleurs été assassiné. Donc vous faites vos études là-bas, à Héliopolis. Et en 46-48, vous venez à Paris. Je ne sais pas si mes informations sont bonnes, mais vous habitez rue Monsieur-le-Prince. Oui. Et alors, vous êtes un peu playboy ravageur, c'est vrai ça? Non, c'est très exagéré. Écoutez, en 3 ans, j'ai fait mes 2 diplômes, diplôme de droit public, diplôme d'économie, diplôme de sciences politiques, et terminé une thèse de doctorat. Oui. Donc, en 3 ans... Vous n'avez pas le temps tellement pour la gaudriole, quoi. J'ai essayé, mais il y avait beaucoup de cours. Bien, donc en 52, en Égypte, il y a un événement, c'est Nasser, et 90% des biens de votre famille sont nationalisés. Malgré tout, vous restez dans le nasserisme. Enfin, vous finissez par adhérer au parti unique à un moment. Certainement. J'enseignais à l'université du Caire, et alors il y avait une obligation. C'était un système quand même qui ressemblait beaucoup au système communiste. C'était une obligation, si vous voulez enseigner, de faire partie du parti. Ouais. Donc j'ai été d'office nommé membre du parti. Ouais. Et c'est à ce titre que j'ai essayé, que ce soit à travers des revues que j'avais créées, ou d'essayer de freiner cette tendance vers une gauche extrémiste qui ne correspond pas à la mentalité égyptienne et qui donnerait le pouvoir à une bureaucratie qui, par définition, est innocente et qui deviendra, à partir du moment où elle gère ses biens, deviendra corrompue. Alors, en 77, vous êtes nommé donc ministre des Affaires étrangères, vous travaillez avec Sadat, vous travaillez avec Hosni Moubarak. En 91, vice-premier ministre. Et en 92, l'ONU. Voilà à peu près brossé votre carrière qui est fort brillante. Alors, il y a une question, vous savez qu'on est dans une émission culturelle, on parle beaucoup de littérature ici. Votre deuxième femme, donc s'appelle Leia Marianne Adler, on dit qu'elle a été le modèle de Cléa dans le livre de Durel, Le Quatuor d'Alexandrie. Alors, et vous seriez un peu le modèle du prince Nessim. De Nessim. Oui. Bon, alors vous dites, c'est pas vrai, parce que vous dites ça dans La Croix, vous avez dit ça dans La Croix, vous dites, c'est pas vrai, j'avais seulement 14 ans quand Durel a publié son livre. Alors moi, ce que je veux dire, c'est pas vrai non plus, parce que Durel, il a publié son livre en 57 et vous aviez 35 ans. Donc vous pourriez très bien être Nessim, l'époux complaisant de Justine. Je vais raconter une autre histoire. Ouais. Dans tous les ouvrages, vous avez été persuadé que c'est moi l'initiateur de la visite de Sadat à Jérusalem. Ce n'est pas vrai. J'aurais bien été très fier de ça. Oui. Mais ce n'est pas vrai. Si j'avais prôné dans des articles un rapprochement entre Israéliens et Égyptiens l'importance d'un dialogue, mais j'étais le dernier à savoir qu'il allait faire une visite à Jérusalem. Et comme il m'a demandé de faire le discours, j'ai fait le discours, mais il n'a jamais utilisé mon discours aussi. Oui. Donc, vous avez tout Nessim, c'est pas vous. Vous seriez fier d'être... J'aurais bien voulu d'être Nessim. Il y a des légendes qui, vous avez beau dire, ce n'est pas vrai. Non, mais là, je vous le demande, parce que... Non, vous n'aviez pas 14 ans. Ce que je veux dire simplement, c'est que vous aviez 35 ans à l'époque où le bouquin a été publié. Le bouquin a paru en 57. Non, il a paru avant. Avant? Ah oui, je pense qu'il a paru avant. On vérifiera, on demandera à Frédéric Becbélé. Alors, vous avez des surnoms comme ça, on vous appelle le crocodile du Nil et on vous appelle le pharaon. Lequel vous préférez entre le crocodile du Nil et le pharaon? Ça, ce sont les fonctionnaires qui sont mécontents de ma façon dont je gérais les Nations Unies, qui tantôt m'appelait le pharaon, tantôt m'appelait le crocodile. Ouais. Mais quand je fermais certaines administrations, ou je mettais fin à certaines, donc j'étais devenu le crocodile. Ouais. Je pense que... Pharaon, c'est pas mal, hein? Oui, ça fait un peu arrogant. On m'a reproché d'avoir été arrogant. En tous les cas, on dit de vous, vous êtes un excellent diplomate, bien entendu, et votre carrière le prouve, mais il y a une phrase que vous concernant, sur laquelle j'aimerais bien que vous réagissiez pour terminer notre entretien, c'est... Quand il cherche un homme, en parlant de vous, quand il cherche un homme de confiance, il commence par se regarder dans le miroir, quand même. C'est-à-dire qu'on n'aviez confiance qu'en vous. Non, ce n'est pas vrai. Mais je sais très bien qu'on est trahi le plus souvent par les siens. C'est par vos plus proches collaborateurs.
Et il faut accepter ceci avec un grand sourire en politique. Merci. En tous les cas, je crois que j'aurais beaucoup à apprendre de vous. Bon, ben, merci beaucoup, Boutros Boutros-Ghali, d'être venu ici. Ben voilà, on continue. Alors, je rappelle le titre du livre, hein, c'est Mes années à la Maison de Verre. C'est passionnant, c'est chez Fayard. On est au cœur de l'action. Je crois que c'est la première fois qu'un secrétaire général de l'ONU nous fait pénétrer comme ça dans son travail, parce que jusque-là, c'était un peu plus secret. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Michel Legrand, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Donc je vous reçois pour votre nouveau CD qui s'appelle Le Grand Big Band. Ouais. Alors à la télé, vous avez déclaré, à la télé, je suis tendu intérieurement, j'essaie de me montrer aimable et courtois, mais quand même si je joue pas, paraître est une épreuve pour moi et ça me demande un travail préparatoire. Non. Il y a longtemps de ça. Oh oui, il doit y avoir très longtemps parce que je suis là, très à l'aise. Je suis très à l'aise et puis parce que c'est ma vie, c'est mes moments, ce sont mes minutes. Ouais. Et puis je suis très à l'aise quand je suis avec vous, Thierry, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Mais vous. merci beaucoup, ça fait plaisir, parce que si vous saviez celle que j'ai pour vous, c'est encore pire. Quand on vous dit génie, d'ailleurs, ça vous énerve un peu si... Oui, parce que... parce que Bon, on va en parler. Alors, vous êtes le musicien français le plus connu au monde, un touche-à-tout, donc de génie. Vous êtes compositeur de jazz, vous avez fait de la musique de film, vous avez fait 150 musiques de film. Non, plus que ça. Plus, combien 200 maintenant? Non, j'ai un copain qui m'a fait une filmographie, il est arrivé à 250. Oh là là là. Mais enfin bon. Bon, les arrangements, vous chantez, vous avez réalisé un film, vous avez été acteur, c'était vous Bob le pianiste dans Cléo de 5 à 7. Oui. Vous avez gagné 5 Grammy Awards, 3 Oscars, une Palme d'Or. Ouais. Voilà. Mais alors, ce qui est extraordinaire avec vous, c'est que vous n'arrivez pas à vous cantonner à un seul domaine, en fait. C'est-à-dire que vous variez vos activités pour vous retrouver toujours comme un débutant et vous dites chaque travail me repose du précédent. Oui, bien sûr, vous avez très raison. Moi, je trouve que dès l'instant qu'une entreprise réussit, c'est-à-dire que tout à coup on a, je dirais pas un filon parce que c'est vulgaire, mais dès l'instant qu'on a une direction et qu'on a une discipline qui marche bien, moi j'ai envie de la détruire. C'est-à-dire j'ai tout de suite envie de, vous savez parce que Comme un gosse qui casse ses jouets. Oui, ouais. et puis parce que j'ai plus peur, parce que j'ai moins peur, parce que je suis moins débutant, parce que je suis pas. Alors c'est moins intéressant. Cette idée de se retrouver toujours débutant, c'est extraordinaire. Voilà, mais c'est parce que vous savez, je crois que c'est comme ça qu'on se remet. Bon, se remettre en question, c'est la connerie, mais c'est comme ça qu'on renouvelle et qu'on n'est jamais le même. Parce que sans ça, vous savez, c'est si on tombe dans le sillon facile, plaisant et chaleureux de recommencer tout le temps. Ouais. Bon, on peut devenir riche ou ça, c'est une chose que ça peut intéresser les gens. Moi, pas. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais, c'est en savoir plus sur moi. Et pour en savoir plus sur moi, il faut que je glisse, il faut que je sois des terrains glissants tout le temps. Alors, Michel Legrand, vous dites aussi, on parle de votre travail, hein, après on parlera du CD, mais vous avez besoin de contraintes, vous avez besoin de commandes. Vous dites, si je ne suis pas pris à la gorge, je ne bosse pas, parce que vous dites, par exemple, que vous aviez plein de symphonies, qu'il y a juste la première page. Oui, mais si vous n'êtes pas obligé de rendre le boulot, vous recommencez, quoi. C'est très simple. Je ne sais pas comment les créateurs, les compositeurs, comment ils peuvent tourner la page. Parce qu'on écrit la première page, bon, on a des élans, on a des folies, on écrit et on tourne. Si on tourne, ça veut dire que la première page est définitive, magnifique. Bon, moi je peux pas. Et du coup, je reviens, et tant que j'ai du temps devant moi, je vais recommencer. La première page, c'est une image. Le premier mouvement, tout le début, parce que c'est jamais assez. Donc il faut que vous soyez obligé de rendre le boulot. Il faut que je donne le mercredi matin, et là, je vais continuer et finir. Alors là, on parle d'un disque donc, que vous venez de sortir, ça s'appelle le Michel Legrand Big Band. Donc là, vous avez monté un grand orchestre français. Vous pouvez nous citer quelques-uns des musiciens Oui, vous savez, il y a les frères Belmondo, célèbres. Il y a toute une série de gens tout à fait formidables. Il y a plein de gens dont les noms... Ils sont combien? Écoutez, ils sont 15. Bon, on arrête alors. comme les Big Bands, je ne veux pas vous les citer. Oui, on ne va pas tous les citer. Alors, c'est des grands thèmes donc, qui sont vos thèmes, qui n'ont pas été écrits pour un Big Band au départ. Donc vous les avez réarrangés. Oui, c'est amusant de les tordre, de les casser un peu pour essayer de les mettre dans le tuyau du Big Band. Alors vous dites, certains se sont laissés joyeusement malmenés, et d'autres ont résisté. Alors il y a des thèmes qu'on connaît de vous, qui sont vos grands succès, c'est « Je ne pourrai jamais vivre sans toi », « Les moulins de mon cœur ». Et il y a 2 inédits. Et là, je me permets de vous faire un compliment, parce que quand j'ai écouté le disque, c'est le premier morceau qui s'appelle « Le Petit Journal », le dernier qui s'appelle « Fast Food ». Et quand j'ai écouté Le Petit Journal, je me suis dit, mais je connais ce truc-là, c'est un truc qui est connu, ça. Tellement c'est parfait, on a l'impression de l'avoir... C'est un classique, c'est déjà un classique, Le Petit Journal. On dirait que ça a toujours existé. C'est gentil. Non, alors, moi, ça me plaît beaucoup ce que vous dites, parce que je trouve que lorsqu'on écrit une mélodie, quand on écrit une chose, moi, je suis très attaché à ce que le plus naturel possible. Pas le plus simple, ça peut être très complexe, mais que ce soit le plus naturel possible, de façon à ce qu'on a l'impression que ça existe depuis 100 ans au début. Je connais ce truc-là, voilà.
Mais vous dites un truc d'ailleurs, vous dites j'écris naturellement de la musique américaine. C'est pour ça que j'ai du succès aux États-Unis, parce que vous écrivez des choses comme ça qui ont l'air de faire partie, qu'on a Oui, toujours entendu. j'ai jamais dit ça, mais ça fait rien, parce que je renie pas du tout. Ouais. J'aurais Vous avez jamais dit ça? Non, non. Mais j'aurais pu, parce que c'est vrai. Il m'est même arrivé une fois qu'un producteur américain m'a dit, voilà, il me propose un film, c'était un film sur les Noirs américains, complètement américain, et qu'est-ce que je vais faire, moi, blanc, français. Alors je vois le film, ça s'appelait Lady Sing the Blues. Bon, c'était vraiment, je sais pas, au début du siècle, sur le blues, sur les Noirs, je veux dire, sur la... Alors, je dis au producteur, écoutez, je suis honoré, le film est magnifique, bien sûr, je vais le faire avec joie, mais pourquoi moi, blanc, français? Alors le producteur, il tourne comme ça en rond dans sa cage, puis il me dit, vous êtes le seul qui écrivait de la vraie musique américaine. Voilà. Alors, ben oui, mais ça me fait marrer parce que il n'y a pas de musique américaine, française, espagnole, hongroise. Il y a la musique, c'est tout. Et si elle a de l'émotion, Disons, ça veut dire en tous les cas que vous avez une dimension réellement internationale. J'en sais rien, mais en Alors, tout cas, vous êtes le fils de Raymond Legrand. Ouais. Raymond Legrand, c'était une star. C'est une oui, star. oui. Moi, Ah j'ai oui, connu oui. ça. Ah oui, Alors, oui. justement, il y a toute cette époque. Moi, j'adore ça. Il y avait Jacques Elian. Vous êtes le neveu de Jacques Oui, Elian. c'est ça, c'était mon oncle. Oui. Il y avait l'orchestre de Jacques Elian. Il y avait Aimé Barelli. Ouais, ouais. Il y avait Franck Pourcel. Il y avait tous ces Ouais, mecs-là. ouais, Non, il n'y a ouais. plus d'orchestre comme ça maintenant. Ben non, c'est la mode, enfin... J'ai été marrant, élevé avec ça, moi. C'est vrai. Ouais. Parce que je me Mon rappelle, père, c'était- chez moi, on écoutait toujours Aimé Barelli, Jacques Elian. Écoutez, moi, votre je me père, rappelle, oui, Michel moi Legrand. je me rappelle que Jacques Elian, il m'a demandé des orchestrations. Quand moi j'avais 22, Ouais. 25 ans, j'écrivais des orchestrations pour l'orchestre de Jacques, avec les chanteurs, les gags, les machins, le type qui sort la porte. Enfin, je veux dire, des orchestres d'attraction. Alors, il y a un truc qui est très bizarre, Michel Legrand, c'est que le père de Jean-Michel Jarre, qui s'appelait Michel Jarre, est parti. Maurice Jarre. Pardon. Oui, oui. Est parti, il a quitté sa famille, il a laissé le pauvre Jean-Michel Jarre avec sa mère. Et vous, votre père a fait pareil, Raymond Legrand. Il est parti acheter des allumettes un jour et Oui, il est pas revenu. vous l'avez revu, vous aviez quoi, 18 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, à peu Hein près. Ouais, à peu C'est près, ouais. bizarre que les deux ont fait exactement la même Je chose. sais pas, mais en tout cas, moi je suis très ami avec Maurice, parce que Ouais. quand je vais à Hollywood, j'ai habité là-bas plusieurs années, donc on se voyait fréquemment, on était voisins, et j'espère que sur l'émotion, on le sera toujours, quoi. C'était un type épatant, j'adore. Alors, votre mère, Marcel Legrand, elle était éditeur musical. Alors, vous dites, quand vous parlez d'elle, elle était dehors du matin au soir. Il fallait bien que quelqu'un nous fasse sûr. bouffer, quoi. Bien sûr, Donc, bah elle oui. travaille beaucoup. Votre sœur, c'est une famille insensée. Christiane Legrand, Oui, elle chante c'est formidable. Double 6, c'est les Swing Singers sûr. qu'on adore. Enfin, ça revient, ça, en ce moment. Hein. ouais, Ça revient, le style comme ça. Ah ouais. Mais c'était à l'époque, c'était sublime. Hein. Leur travail était sublime. C'est magnifique. Oh là là là. Et alors, vous étiez, à Bécon-les-Bruyères, un petit enfant, un peu mystique. Vous avez déclaré dans Art en 58 que vous rêviez de cloître. Oui, ben, je rêvais de beaucoup de choses. Et surtout, j'étais très, très solitaire, très isolé. Je détestais le monde des adultes. Je n'aimais pas trop le monde des enfants non plus. Alors, je veux dire, alors moi, ce qui m'a sauvé, c'est que lorsque je suis entré en loge au conservatoire, là, je me suis trouvé avec mes frères et mes sœurs. Alors, Ouais. ça a été magnifique. Mais avant... Alors, quand vous étiez petit, vous jouiez des mélodies que vous entendiez à la radio Ouais, sur c'est le ça, piano de bien sûr, votre oui. père. Ouais, ouais. Et alors un jour, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, mais en tous les cas elle est belle, c'est un jour vous allez voir un film où Tino Rossi joue Schubert, et alors il se baladait dans les blés avec Oui, ses oui, petites oui. lunettes, Oui, et c'est vous vrai. dites qu'il regardait le ciel et que des nuages tombaient une pluie de phrases musicales sublimes. Et là vous avez dit, c'est ça que je veux faire. Parce que ça me paraissait merveilleux. Vous savez, au cinéma, avec la grâce du montage, Ouais. il regarde les blémures, toc, on entend brrr, des arbres qui descendent, toc, Ouais. coupé. Alors il écrit sur un parchemin 3 notes, clic, coupé, Ouais. il dirige le concert. Ça avait l'air facile, clic, oui. coupé, et alors c'était une ovation. Ouais. Alors je dis, mais c'est ça que je veux faire, c'est Quel beau magnifique. métier, ouais. Puis ça va si vite. Alors en 42, vous entrez au conservatoire, vous dites ce que vous venez de raconter, Ouais, ouais, ma ouais. vie commence, et alors là, Ouais. vous rencontrez une personne, qui s'appelle Nadia Boulanger, Oui, et le bien sûr, premier oui. qui m'en a parlé, dans Oui. Lunettes Noires, c'était Quincy Jones, Oui, qui oui. m'avait parlé de Nadia Boulanger. oui, J'étais oui. très étonné de voir qu'il la connaissait aussi Oui, bien. oui, oui, oui. Alors vous dites, elle était tyrannique, mais rayonnante. C'était qui cette Nadia Boulanger? Vous savez, c'était un être humain d'une culture telle, d'une connaissance musicale telle. Je veux dire, elle savait tout de tout, partout, dans l'infini détail. Et elle avait un sens pédagogique sublime, mais en même temps, elle avait une exigence, une rigueur, d'une fermeté telle que quand on a 10, 11 ans, 12 ans, 13 Ouais. ans, 14 ans, c'est dur. Et moi, je suis resté 7 ans dans sa classe, 7 ans. Ouais. 7 ans de haine et d'amour Ouais. fou, parce que elle exigeait tellement que je n'en Alors, pouvais quand plus. vous J'avais envie jouiez- d'étrangler, mais Parce que vous découvrez le jazz, c'est-à-dire après la guerre, donc il y a les grands orchestres US qui viennent à Paris. En 48, vous êtes appelé Yale quand il y a Dizzy Dizzy, Gillespie bien qui sûr. vient. Bien entendu, c'était pour vous un émerveillement. Une révolution. Et elle vous engueulait. Elle disait que c'est de la musique de sauvage, Nadia oui, Boulanger. mais arrête. Alors moi, pour l'embêter, je jouais. Allez, ça suffit. Qu'est-ce que c'est que cette musique primaire, enfin. Alors vous sortez du conservatoire. Alors là, il y a un truc très bizarre, c'est que vous êtes bardé de diplômes.
Et vous choisissez la voie obscure, vous choisissez d'aller jouer du piano aux entr'actes dans les cinémas pour 5 francs. Bah écoutez, il fallait que je gagne ma vie, moi, à Ouais. l'époque. C'est-à-dire que mon père n'était pas là, ma mère, elle avait un petit boulot de rien. Donc, il fallait que je gagne ma vie. Alors, on avait essayé avec les copains de nous faire donner des concerts, parce qu'on était des instrumentistes formidables, etc. Mais personne ne nous connaissait, personne ne voulait nous engueuler. Donc, Ouais. la seule chose que j'ai pu faire, moi, c'était que j'ai commencé C'est comme pianiste insensé. accompagnateur des chanteurs. Quand on imagine ça. Des mauvais chanteurs. Alors, je me rappelle, j'avais un vélo qu'on m'avait prêté, parce que je n'avais pas, et j'allais d'un cinoche à l'autre, au chrono, comme ça, pour accompagner le truc. Parce qu'à l'époque, à l'entrée, ils chantaient 2 ou 3 Ouais. chansons. Vous faisiez le tour de tous les cinémas comme ça? Oui, puis c'est ma banlieue, autour de Bécon, Agnières, Ah Bois-Colombes, machin, c'était formidable. Alors, vous rencontrez, le premier qui vous fait bosser, c'est Henri Salvador. Ouais, Vous j'avais rencontrez son Maurice Chevalier, vous devenez Ouais. son directeur musical. Ouais. Et là, en 54, Jacques Canetti, dont on parle souvent ici, parce que Dieu sait, il a été à l'origine de, Quel homme voilà, d'importance. de tellement Quel homme nombreuses d'importance. carrières, bien entendu. Oh On, là en- là là on a là. oublié Canetti, enfin. Mais non, mais on l'oublie pas. hein. On Moi, l'oublie pas, je- la preuve. Et alors, en 54, il vous fait faire un disque qui s'appelle I Love Paris. Paris, ouais, hein. ouais. C'est un disque que vous aviez écrit, vous Oui. D'orchestration sur des airs de Paris très connus, américains ou Et alors, français. quand ce disque se vend vraiment, je crois, 1 million d'exemplaires aux, Je sais pas, mais à aux l'époque, États-Unis, c'est énorme. C'était le début du 33 tours. Voilà. Et alors, quand en 56, 2 ans plus tard, Maurice Chevalier vous emmène en Amérique, vous faites un show sur I Love Paris, c'est Ouais. 30 millions d'Américains à l'époque, ouais, c'est en ouais. 56, qui vous regardent. Et C'était alors, la première émission en couleur de télévision. ah bon Ouais. C'est Au énorme. monde, la Ah, je première savais au pas monde. ça. Oui, c'est drôle. hein. Et alors, I Love Paris, vous aviez touché 2000 francs nets Oui. et pas de royalty, Non. et c'était vendu à 1 million d'exemplaires. Et là, la Columbia, et ça a été le début du truc, la Columbia vous dit, vous pouvez faire le disque de votre choix. Voilà. C'était Et alors là, vous choisissez, alors qui vous choisissez, dites-le. Je veux, alors je dis voilà, je fais un disque de jazz et je veux Miles David, John Coltrane, je veux enfin tout. Ben Webster, Oui, c'est Bill ça. Evans, ça, c'est Bill énorme. Evans, tous Donc les- là, vous tous les- choisissez, vous dites, voilà, je Oui, veux ils ça. m'ont dit très bien, très bien. Et alors on les a appelés, on est allés voir, ils ont. Voilà. Et le 10, c'est le grand jazz, donc évidemment. Et ensuite, il y a la carrière qu'on sait, donc je vais pas. On s'arrête là, parce qu'après, on peut durer jusqu'à minuit. Là. Il y a les Demoiselles de Rochefort, il y a tout ça, Parapluie de Cherbourg, etc. En tous les cas, je voulais simplement vous montrer comment vous étiez devenu Michel Legrand, Ah, Bécon vous les savez- Bruyères, Ah, et ouais, puis ouais. toute la. Par amour, quoi. C'était Ouais. par le l'amour talent des gens, aussi. des choses. Alors, vous travaillez 3 heures par jour à peu près, non? De quoi 3 Vous heures travaillez combien de temps par jour? Par jour, je travaille tout le temps. Ah, tout le temps? Oui, Au moins 3 heures, quoi. 3 heures comment oh, non. Composition, non? Vous travaillez Beaucoup comme plus que ça. Ah bon? Oh, oui, vous savez, d'ailleurs, quand je travaille pas, je me demande ce que je fais sur la planète. Non, moi, et puis c'est pas vraiment travailler, c'est Ouais. une telle joie. Alors, je travaille mon piano tous les jours, bien sûr, parce que je veux rester un pianiste. J'écris sans arrêt tout le temps. Bon, c'est vrai qu'on voyage beaucoup. En voyage, on perd son temps, mais ça me permet de regarder des films, ça me permet de lire beaucoup de choses. Alors, ce que vous dites, c'est en fait pour vous, la peine et le plaisir, c'est la même chose. Mais C'est-à-dire oui, que bah, parce que la peine est dans le plaisir, et Ouais. moi j'ai une passion pour l'effort. Ouais. Et je Ouais, je trouve que comprends ça. c'est formidable. Et puis, je ne peux pas me coucher le soir, je n'arrive pas à m'endormir si j'ai pas dans la journée trouvé, quelque cherché, chose. fait quelque chose. Même que je déchirais le lendemain, mais fais quelque chose dans la journée. Alors, vous n'avez pas de problème, en général, vous avez très bien, vous arrivez à bosser dans le bruit et tout, mais alors ce qui vous plaît pas du tout, c'est quand il y a, par exemple, quand vous entendez une note. Oui, vous parce que racontez là- l'histoire d'un oiseau. Oui. Pendant un examen, il y avait un Oui, oiseau qui avait oui. chanté, Dans la cour du sifflé. conservatoire, oui. Parce que je l'aurais absolu. C'est-à-dire que tout à coup, j'entends une note quelque part, et immédiatement, cette note, si vous voulez, elle rentre par une oreille, elle s'inscrit devant mes yeux. L'oreille Et- absolue, oui. Alors, c'est terrible parce que le bruit ne me gêne pas du tout, je peux m'en écarter, pas l'entendre. Mais une note d'une seule de la musique, alors il y avait cet oiseau, Ouais. ce salopard d'oiseau qui chantait juste, parce qu'on pensait les oiseaux, ils chantent en heure. Et toute la journée, et j'ai raté Ouais. mon examen. J'ai À fait un cause an de d'un plus. oiseau. Ah oui, oui, à cause C'est d'un oiseau. extraordinaire. Alors, j'avais dit ça au gardien, j'ai dit, donnez-moi un fusil, alors il me dit, Ouais. ça m'a pas cru. Alors, en projet, c'est vrai que vous voulez faire les Demoiselles de Rochefort Oui, sur scène? Ouais. j'aimerais beaucoup, parce que ça peut être très très amusant. On a aussi en projet des musicaux qu'on a écrits, de nouveaux musicaux qu'on a écrits avec Didier Van Kovlart, qu'on va mettre en scène bientôt. Et alors, vous avez ce projet d'album qui s'appelle Entre elle et lui. Donc, Oui. alors c'est des duos. Il y a Barbara Streisand, vous avez Oui, fait oui. Yentl avec C'est- elle, c'est ça. Aretha Franklin, il y a, Oui, c'est ça. Il y a- hein, il y a- et Lara Fabian, c'est sûr ça? Non, rien n'est sûr. Mais enfin, ce que je voudrais, c'est avoir plein de chanteuses comme ça qui chantent mon matériel et qui sont de pays différents. De Nana Mouskouri. Et alors, il y a La Bûche, le film de Daniel Thompson qui Oui. sort le 24 novembre. Vous avez fait la musique? Oui, qui était un très très joli film. Je l'ai vu récemment, magnifique. Voilà, vous voyez, l'interview arrive à son terme. On aurait bien discuté encore un moment, c'est- tous les c'est deux là. très gentil, Mais je voulais terminer Pierre. sur une phrase qui est assez, qui vous décrit assez bien. C'est toujours dans Art en 58. Vous dites réussir ma vie, c'est beaucoup de choses. J'ai un orgueil en 58. J'ai un orgueil qui fait que j'aimerais être connu. C'est sans doute pénible à dire, mais c'est exact. C'est-à-dire, vous aviez quand même cette volonté, en dehors du talent évidemment, vous avez quand même cette volonté de devenir Oui, c'est vrai. connu, de vous faire entendre. Oui, c'est ça, oui. Oui, de me faire aimer, pas connaître. C'est Oui. très différent. Vous le dites avec beaucoup de pudeur dans ce papier-là.
J'ai besoin qu'on m'aime. Et puis, j'ai beaucoup d'orgueil, mais aucune vanité. Absolument Ah non, aucune. c'est vrai, vous êtes très simple, je peux le non, dire aucune. à nos amis qui nous regardent. Michel Legrand est quelqu'un de délicieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc le disque s'appelle Big Band. C'est donc tous les morceaux de Michel Legrand qu'on aime, mais réarrangés pour un grand orchestre, pour un big band. Et puis 2 morceaux donc inédits qui sont Le Petit Journal et Fast Food et qui sont déjà des classiques. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. On poursuit avec notre coup de cœur pour Frédéric Flamand à l'affiche du festival Exit à la Maison des Arts de Créteil. Avec la création de ce Metapolis City Project qui mêle l'architecture et la danse, le chorégraphe belge et sa troupe lancent un défi aux lois de la pesanteur. Karine Roy est allée s'apesantir, Magnéto. C'est très très important d'abord de travailler avec des architectes ou des artistes d'autres disciplines parce qu'ils apportent des énigmes, ils apportent des interférences, parfois c'est extrêmement provoquant par rapport au corps aussi. Donc ça donne lieu à de nouvelles recherches, une nouvelle dimension du corps. Alors comme on travaille avec des danseurs chaque jour, des danseurs dont l'instrument est le corps, et le corps est mémoire, sensualité, fragilité, ce que la machine n'est pas. Donc tous les spectacles reflètent en quelque sorte cette espèce de corps à corps, si je puis dire, entre les nouvelles technologies, le monde virtuel et le corps fragile de l'homme. Zahadit a créé également des costumes pour ce spectacle que nous avons travaillé par le procédé du blue screen, c'est-à-dire que la forme du costume est représentée sur l'écran et on projette des vues, des projections de villes dans cette forme de costume. C'est un procédé extrêmement intéressant, un peu compliqué technologiquement, mais qui permet d'avoir des espèces de déchirures de la ville, des tableaux abstraits sur la ville. En 2005, la moitié de la population terrestre va vivre dans des villes. On dit qu'en 2025, les 3/4 de la population mondiale vont vivre dans des villes. Donc la notion de ville est là au centre de toutes les interrogations contemporaines. C'est un travail donc, que Zaha, au niveau de son architecture, défend depuis 20 ans, et moi également. Comment arriver à faire danser l'espace également et comment faire exploser cette notion de perspective sur laquelle nous avons vécu pendant des siècles, à tous les niveaux. Ce n'est pas le côté tape à l'œil, nouvelle technologie, bombardement d'images qui nous intéresse. C'est comment utiliser des éléments de ça, une fragmentation de cet élément-là pour les transgresser artistiquement, justement. C'est ça qui est intéressant. Et je crois, même s'il y a un côté spectaculaire dans ces spectacles, il y a aussi, et c'est la chose la plus intéressante en ce qui nous concerne, un côté artisanal, justement. Je reçois maintenant Hélène Carrère-Dancos, le nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie française. Hélène Carrère-Dancos, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Donc, on dit Madame le secrétaire perpétuel de l'Académie française, vous y tenez. Comme il y a quelques mois, vous aviez fait pas une pétition, mais enfin, vous aviez voulu que finalement, on dise le ministre, même quand il s'agissait d'une femme. Oui. Ce qui avait beaucoup choqué les gens à l'époque. Oui, alors il y a 2 choses différentes, si vous voulez. Ce qu'on avait fait, mais c'est l'Académie tout entière, c'est pas moi, qui avait adressé une lettre. Vous êtes une femme, c'est pour ça. Voilà. On avait adressé une lettre au président de la République pour lui dire simplement que la cause des femmes ne supposait pas que l'on triture la langue française, que c'était préférable de respecter, je dirais, le genre des mots. Bon, et ça pose des problèmes, parce que ça pose des problèmes sur les accords ensuite, du pluriel, etc. Bon, les femmes ministres préfèrent être Madame la ministre. Moi, vous savez, je suis une femme très courtoise, et quand j'écris à une femme ministre, je lui écris Madame la ministre pour ne pas la contrarier. J'estime qu'il faut respecter ce que les gens veulent, mais je ne crois pas qu'il faille le mettre dans les textes, personnellement, parce que je pense justement qu'il faut respecter la langue. Et en ce qui concerne le secrétaire perpétuel, alors là, je suis très ferme dans ma position, parce que c'est une fonction, ce n'est pas une personne. Le secrétaire perpétuel, c'est une personne à travers les siècles. Oui. Je suis le 31e,
Mais au fond, C'est une continuité depuis 3 siècles et demi. Exactement. Quoi. Ouais. Et alors Ouais. là, il ne faut pas jouer avec ça. Cette notion de continuité d'une institution qui est l'une des plus anciennes de la France, si on commence à jouer avec, ça n'ira pas très bien. Donc vous tolérez Madame la Ministre, mais vous ne voulez pas que ça soit inscrit dans la langue J'aime mieux. française. Écoutez, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, quand il y a un masculin et un féminin, l'accord se fait au masculin. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change la grammaire? Ouais, oui, c'est Oui, vrai. mais de toute façon. Et puis alors, véritablement, vous avez un meurtre. Il y a une victime, cette victime est un monsieur barbu. Et vous dites quoi? Le victime Ouais. a été Ouais. assassiné? Ouais. C'est la victime. Il faut tout changer à ce C'est la moment-là. porte ouverte à n'importe Oui, quoi. les hommes ont aussi le droit. Déjà que les gens n'arrivent pas à écrire le français, ça va être terrible. Ça va être terrible et il faut. Je reste, une fois encore, je respecte, je dirais, le désir des gens, mais je pense qu'il vaut mieux respecter certaines règles. Mais alors, pour en finir avec ça, c'est pas très grave, mais Roselyne Bachelot, par exemple, se fait appeler députée EE. Oui, et même je sais qu'elle a plus ou moins dit, d'après ce qu'on m'a répété, que j'avais trahi la cause des femmes. Ce qui me Ouais. paraît alors assez comique, parce que vous savez, je suis professeur d'université, j'ai dirigé un groupe de recherche. D'abord, j'ai poussé plus mes étudiantes que mes étudiants, d'une certaine façon, précisément parce que je savais que leur sort était moins certain. J'ai toujours pris comme collaborateurs des collaboratrices, non pas comme collaboratrices, mais je les ai poussées à devenir immédiatement des grands chercheurs. Ouais. Donc, je crois avoir fait pour les Vous pensez femmes. que la cause des femmes ne se limite pas aux gadgets, quoi. C'est surtout, les gadgets ne servent à rien, tandis Ouais. que pousser des femmes, ça sert beaucoup plus. Très bien. Alors, avant de parler de l'Académie, de parler de vous, je voudrais qu'on revienne sur une polémique qui nous a occupé la saison dernière. Donc, Régine Deforge était ici. Je lui parlais des chambres à gaz roulantes inventées par Lénine, bien avant Hitler. Et donc, je citais votre livre qui est sorti, Lénine, chez Fayard, en 98. Elle n'a pas voulu reconnaître la vérité. Donc, on va regarder l'extrait, puis après, vous nous répondrez une fois pour toutes. Magnéto, s'il vous plaît. Vous avez toujours des collections de bustes de Lénine. De République, de Lénine, oui, de Lénine. Ah ouais oui, j'ai toujours des Lénines dans mon bureau. Vous pensez que Lénine est un grand... Je pense que c'est un grand bonhomme. Et Le fait que- qu'il ait fait tuer des paysans dans des chambres à gaz roulantes, dans des camions dans lesquels on faisait revenir Oui, la... non, mais ça, les- ça, c'est vous qui le dites, ça, j'y crois absolument pas. Vous y croyez pas? Non, j'y crois absolument pas. Bah, Hélène Carrère d'Encausse, quand même. Hélène Carrère-Danco, ça dire beaucoup de bêtises dans ce domaine. Ah bon, Ouais. donc vous niez je nie. Est-ce l'existence que je des peux chambres à nier gaz roulantes du temps de la destruction des ZEC. Ah oui, je suis convaincue que ça n'a pas eu lieu. Bon, Convaincue. ça, je vais m'adresser à Patrice Carmouze. Patrice, il faut faire un débat là-dessus. Ah, avec ça, d'un je veux côté- bien, je me documenterai avant Voilà, pour donc plus de certitude. Patrice, mais- d'un côté Régine Deforge, de l'autre côté Hélène Carrère Non. d'Encausse. Est-ce que les chambres roulantes de Lénine, Je ne crois absolument les chambres à pas. gaz roulantes ont existé ou pas? Du temps des nazis, ça existait. Mais Oui, du ça temps c'est de clair. de Ça, personne Lénine, dit- non. enfin, Ouais. personne Non, ici dira le ne contraire, croit. mais Exactement. voilà. Voilà, donc ça c'était la saison dernière dans Les Droites Rive Gauche. Nous avons demandé à Hélène Carrère d'Encausse de venir débattre avec Régine Deforge, et vous nous avez dit, écoutez, je ne vais pas débattre d'un truc qui est vrai, d'un fait avéré, donc il n'y a pas de débat. Et quand Régine Deforge est revenue dans l'émission à une autre occasion, je lui ai reparlé de cette histoire en disant, écoutez, on a eu Hélène Carrère d'Encausse, qui est quand même une spécialiste incontestée de la Russie, de la Russie soviétique, etc. Et elle a dit, non, 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 ça ne change rien. Donc aujourd'hui, on vous tient. Et avant de passer à la suite, j'aimerais que vous lui répondiez une fois pour toutes. Mais la réponse est simple, si vous voulez. Ça n'est pas moi qui ai découvert ça, ce sont les archives. Les archives soviétiques sont ouvertes, il manque des choses, mais dans les documents, on voit très bien, entre autres choses, des télégrammes où on raconte que mettre des gens dans des camions pour les asphyxier avec les gaz, c'est plus expédient, plus expéditif que de les tuer à la petite semaine. Ça fait des économies, c'est Ouais. tout. De la même façon qu'il y a eu d'autres procédés pour tuer ces gens-là. Et quand Régine Deforge, pour laquelle j'ai des indulgences, car elle est mariée avec Wazemski, qui est mon cousin. c'est vrai. Mais quand elle dit ça, elle ne sait pas une chose, c'est que tout simplement on a les télégrammes qui sont adressés à Lénine par les gens qui lui disent on a des paysans qui ont fait ceci que ça. Et alors il y a de la main de Lénine, fusillez-les, fusillez 100, fusillez-en 200, tuez-moi ça. La cruauté de Lénine est quelque chose qui a ému profondément, même des gens comme moi, parce que je ne pensais pas, a priori, avant d'avoir vu ces Oui, documents... celui qui a la mauvaise image, en général, c'est Staline. C'est Staline, justement. Alors, je savais bien que ça avait commencé sous Lénine, et ça, les historiens russes, qui maintenant sont, je dirais, libérés de l'obligation de faire le partage, en majorité, disent, bon, ben, il faut bien admettre que ça a commencé avec Lénine. Et quand on regarde, ça a commencé avec Lénine. Et il y a des choses mais effrayantes. Régine Deforge dit, ce sont les nazis qui faisaient les chambres à gaz. Mais il y a, par exemple, une histoire de pogrom qu'on rapporte à Lénine. Et Lénine met à classer dans les archives. Il ne veut pas les regarder. Là, ce sont des juifs qu'on a tués. Il ne veut pas voir. Il met classé pour ne pas prendre de sanctions. Non, et le mot fusillé, pendé, de sa main est extraordinairement courant
sur des tas de Bien. directives. Donc l'affaire est Bon, close. elle est Chère close. Régine Deforges, même si ça... C'est vrai, Régine, elle est un peu utopiste. Elle va toujours en vacances à Cuba en pensant que Fidel Castro est quelqu'un de fréquentable, alors qu'il n'est pas plus fréquentable que Pinochet. Mais bon, Oui, c'est puis, je veux le dire fait que- qu'il n'y ait pas eu de Nuremberg du communisme fait qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui peuvent s'afficher nostalgiques de l'Union Il y a soviétique ou une de la raison à RDA. ça. Oui, il y a une raison à ça, voyez-vous. C'est que les gens ont tellement souffert sous le communisme. Et le communisme est mort de sa belle mort. Il n'est pas mort dans une catastrophe où Comme on a le pu nazisme. organiser un procès, le procès de Nuremberg. Et en Russie, par exemple, les gens disent on ne veut pas rouvrir un dossier tragique. On en parle tous les jours. Les revues scientifiques racontent tout ça. Mais on ne veut pas commencer à régler des comptes parce qu'ils estiment qu'il y a eu trop de sang versé. Est-ce que vous pensez, c'est bien ou pas bien? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait dû une fois pour toutes régler le problème et passer à autre chose? Est-ce que vous ne pensez pas que le fait de laisser cette espèce d'histoire s'instiller dans la société comme ça et sans être réellement réglée, Oui, c'est pas est-ce que c'est pas un poison qui survit finalement? C'est un poison, mais en même temps, il y a eu tant de souffrances que les gens ne veulent pas être remis en face de ça. Et c'est ça le problème. Ils veulent vivre en enterrant le passé. Normal. Bien. Alors, merci en tous les cas de votre mise au point. Donc, vous avez été élu le 21 octobre secrétaire perpétuel de l'Académie française en remplacement de Maurice Duhon, démissionnaire. Alors, ce que j'ai appris en préparant cette interview, j'en savais rien, c'est qu'on ne peut pas démissionner de l'Académie, mais en revanche, on peut démissionner du poste de secrétaire perpétuel pour redevenir un académicien normal, je dirais. Oui. Hein. Alors, avant vous, il y a eu Druon qui a démissionné, il y a eu Jean Missler et Maurice Genevoix. Et Maurice Genevoix avait démissionné aussi. Oui. Vous avez lu son bouquin? Parce qu'il a fait un bouquin qui s'appelle La perpétuité. Oui, mais qui est Vous l'avez lu? Oui, qui est extrêmement amusant. Ça vous a pas... Non, ça vous a pas... ne m'a pas effrayé. Ça ne m'a pas effrayé, ouais, c'est Ça ce ne que m'a je pas voulais savoir, effrayé, oui. mais j'avais lu déjà des tas de récits de secrétaire perpétuel. Je sais que c'est une très lourde charge. Ça, Ouais. je le sais. Et Maurice Genevoix, qui s'était vraiment donné complètement à cette charge, a été presque empêché d'écrire. Oui, C'est pour c'est ça ce qu'il a qu'il dit dans le démissionné. bouquin. Enfin, c'est ça Exactement. l'histoire. C'est Voilà. la perpétuité, ça dit bien ce que ça veut dire. Ah, mais quoi. c'est pas une condamnation Oui. à perpétuité, soyons sérieux. Oui. Mais c'est incontestablement des obligations à perpétuité qui sont extrêmement lourdes. Alors, Hélène Cardanco, vous êtes à l'Académie, vous venez d'être élue secrétaire perpétuelle, vous êtes depuis 1990 membre Oui. de l'Académie française. Vous avez été élue avec 2 bulletins blancs marqués d'une croix, ce qui veut dire que c'est une vraie... Il y a 2 personnes qui désapprouvaient fortement votre entrée à l'Académie française. Oui, et je peux même vous dire quelque chose, ces 2 personnes, je sais qui c'est, je ne vous le dirai pas parce que ça ne serait Oui. pas gentil, mais l'une et l'autre me l'ont dit, ça n'est pas moi qui ne voulais pas, c'était une femme. Ah d'accord, non, je voulais C'était- savoir, voilà, c'était ma question. C'était Et de l'antiféminisme. c'est pas des communistes Pas du tout. Non, non, et d'ailleurs, qui vous en voudraient. et d'ailleurs, il m'avait même dit gentiment avant, nous nous sommes assurés que ça ne vous ferait pas de tort. D'accord. Mais c'était pour bien marquer que, Ouais. vous savez, il y avait eu Marguerite Yourcenar d'abord, une Ouais. femme. Et- Ensuite, Jacqueline de Romilly, une femme. Ils se sont dit, s'il y en a 2, c'est vraiment une, ça passe, c'est l'exception. 2, ça devient extrêmement dangereux. D'où Ouais. l'opposition très ferme. Ah oui, ah oui, c'était ça. Alors il y a Troya qui vous a beaucoup aidé, mais c'est normal. Vous êtes pays, donc. Oui, puis hein. on se comprend très bien. Nous Oui, sommes bah, c'est dans une normal relation de- d'amitié très profonde. Voilà. Alors, l'Académie, bon, tout le monde sait, créée en 1635 par Richelieu, 40 immortels, l'habit vert. Alors, vous, c'est Pierre Cardin. C'est pas celui-là qui vous a fait, Pierre Cardin, l'habit vert. Pas celui-là, c'est lui qui me l'a fait aussi. C'est lui qui vous l'a fait aussi, Oui, d'accord. il fait beaucoup de choses. Mais il a fait. Alors, le problème du costume s'est posé, je n'ai pas eu envie qu'on me fasse tout simplement le costume des hommes en coupant les basques et en mettant une jupe au lieu d'un pantalon. Et j'ai regardé des gravures, et j'ai regardé au moment où puisque l'Académie avait été supprimée au moment de la Révolution, quand elle a été recomposée, c'était sous la Restauration, il y a eu un moment un costume absolument ravissant. Et on a fait mon costume un peu d'après ce dessin, qui est beaucoup plus gracieux et plus féminin. Voilà. Alors, il y a l'épée, la fameuse épée. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est bon, il y a l'épée, il y a un comité pour vous offrir votre panoplie. Et vous avez demandé à un artiste géorgien, ce qui est normal quand on sait que votre famille vient de Géorgie. Et alors, votre devise, c'est heureux les pacifiques. Oui, Vous pouvez nous dire un ça mot vient du là-dessus? Sermon sur la montagne. Ah, d'accord. C'est une citation du Sermon sur la montagne. C'est vrai, je crois que j'ai un tempérament extrêmement pacifique et j'ai toujours été très sensible à ce texte. Et quand je n'avais pas pensé spontanément à une devise, vous savez, vous dites ça allait de soi que je prenne Gucci, ça allait de soi, mais aussi, pas seulement parce qu'il est géorgien, parce que d'abord il travaille dans la tradition de l'ordécite, ce que je trouve tout à fait admirable du point de vue artistique, qu'en plus c'est un homme qui fait tout de ses mains, y compris ses outils, il les a fait lui-même. Et quand j'ai réfléchi à la devise, je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut me résumer? Ça doit être C'est dur. ça. Ouais. Alors les symboles, je le dis parce que c'est intéressant, Oui. les symboles, c'est pas innocent un symbole. Donc vous avez choisi Saint-Georges, patron de la Russie, le scarabée égyptien, pourquoi? C'est un signe de vie. Ouais. C'est Le ça, yin oui. et le yang et le coq gaulois. Donc on voit bien dans votre Oui. choix quand même un Le coq certain... gaulois, c'est la France. Oui, il y a un Hein. universalisme évident, hein, puisqu'il y a Oui. l'Égypte, la Chine, la France, la Eh bien, Russie. c'est-à-dire que vraiment, la France, c'est fondamental. Je suis française. Il n'y a pas plus patriote que moi. Je suis même chauvine. Mais c'est vrai que les racines familiales, ça compte énormément Ouais. dans une personnalité.
Et puis alors, l'Égypte, la Chine, ce sont les mondes lointains sur lesquels j'ai travaillé et qui me touchent beaucoup. J'aime une vision un peu universelle. Alors, votre père était géorgien, justement. Enfin, alors, vous êtes une vraie européenne, parce que votre père était 3/4 géorgien, 1/4 russe, avec des ancêtres tatars. Votre mère est moitié russe, moitié austro-italienne. Alors, vous êtes vraiment Je suis un condensé un d'Europe. condensé d'Europe. Vous êtes une vraie européenne. La seule chose qui manque dans ma famille, ce sont des Français, mais c'est... en fait, il y a eu des Français qui se sont expatriés en Russie en 1789 et qui, en 1917, poussés par une autre révolution, sont revenus en France. Ah oui, oui, c'est un juste retour des choses. Et alors, votre grand-père, c'est incroyable, il était jurisconsulte au chemin de fer russe. Oui, et alors, il il avait a un même été wagon. ministre. Il avait un wagon à lui. Oui, il avait un wagon à lui. Alors, il venait à Paris, vous déposez il déposait votre père. Déposait et ses ses enfants, sa famille. et ses Et il faisait le enfants. tour d'Europe. Je trouve ça génial. Il Des faisait le tour musées. des musées, et mon père et ses frères petits-enfants ont été traînés dans les musées de toute l'Europe. Ouais. Hein, alors, il faut ajouter que ce wagon, l'écartement des voies ferrées n'était pas le même, c'est-à-dire qu'il fallait changer de wagon et que les compagnies européennes oui, nous donnaient d'accord. un autre wagon. C'était C'était très super comique. chic. Et 3 mois comme Ouais. ça. C'était une civilisation, hein, Ouais. vraiment. Et ce grand-père-là, ça mérite aussi d'être dit, parce que c'est tout à l'honneur, je dirais, de cette génération. Après la Révolution, il a été ministre pendant l'indépendance de la Géorgie, et en 21, quand le pouvoir Toute la famille soviétique... est arrivée ici, bien sûr. Oui, ils sont arrivés ici. Et mon grand-père a été inspecteur à la Samaritaine. Inspecteur à la Samaritaine, c'était tout simplement le monsieur qui regardait comme ça. Hein. Je veux dire qu'il est tombé tout à fait en bas de l'échelle, Oui. et je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Il était d'une gaieté folle, et il disait... C'est comme les princes qui devenaient chauffeurs de taxi. Oui, et il disait, nous avons tout dessus, c'est pas la peine de pleurer. C'est fort. C'est un système d'éducation. Ça m'a toujours donné Alors, en parlant de la Russie, Russie, vous avez rencontré Loussoupov, qui avait été Oui. l'assassin de Raspoutine. Parlez-nous de lui, parce que c'est vrai que... Eh bien, c'était un homme extraordinaire. Moi, je l'ai connu déjà âgé. Il avait une femme qui avait été d'une beauté splendide et qui restait très belle. D'ailleurs, je suis lié encore avec leur petite fille. Il habitait dans le 16e, pas loin de chez moi, d'ailleurs, rue Pierre-Guérin, et je lui ai classé sa bibliothèque quand j'étais jeune étudiante. Et ce qui était très intéressant chez lui, c'était un homme très, très nourri de mysticisme, et il a toujours conservé l'idée qu'il était un assassin, ce qui pour lui était terrible, absolument. Ah oui. Il avait tué Pour Raspoutine. la bonne cause, mais assassin quand même. Ah oui, tout à fait, tu ne tueras point. Si j'avais pas mis Relais Pacifique, j'aurais mis tu ne tueras point. Oui. Et c'est le jour anniversaire de la mort de Raspoutine, chaque année pendant 24 heures. Il s'enfermait, c'est pas lui qui me l'a raconté, c'est sa femme. Il s'enfermait dans sa chambre en prière et il ne voulait voir personne et il revivait ça, mais c'était effroyable pour lui. Oui. Et il avait véritablement le sentiment que il avait voulu rendre service à son pays, mais que tout de même il avait fait quelque chose qui était impardonnable. C'était très fort. Vous avez écrit en 96, vous avez publié en 96 un livre qui s'appelait Nicolas II, la transition interrompue chez Fayard. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette révolution, enfin s'il y avait une transition démocratique, effectivement, et pas une révolution violente, est-ce qu'aujourd'hui la Russie serait du même niveau, enfin aurait le même niveau de vie, le même niveau social, le même niveau d'éducation que l'Europe occidentale? C'est une très bonne question. On ne peut jamais refaire l'histoire. Non, mais on peut. Mais c'est vrai que ce qu'était la Russie en 1913, 14, à la veille de la guerre, c'était un pays qui se développait à une vitesse folle. C'est le pays qui a eu la plus longue, je dirais, progression du produit intérieur brut et de la productivité et de tout. Et c'était en fait un pays qui entrait dans la modernité. Ouais. C'est-à-dire que on peut supposer que sans événements tragiques, c'était les États-Unis aujourd'hui, Ouais. c'était même pas l'Europe occidentale. Oui, bien sûr, ça, c'est la vérité, parce qu'il y avait des moyens. Bien entendu, Voilà, les grands les espaces, espaces, la les Sibérie, ressources, tout ça, bien sûr. l'éducation. Et alors, ce qui est très intéressant dans toute cette période qui suit la révolution de 1905, c'est qu'il y a eu un progrès éducatif en Russie absolument prodigieux. Et je cite toujours, c'est pour Régine Desforges ça, un texte de Lénine qui dit en 1913, ça s'appelle la Nouvelle Démocratie. Il appelait Nouvelle Démocratie toutes ces couches qu'on éduquait très vite. Et il dit, si ça continue comme ça, nous ne pourrons plus faire la révolution, tellement le progrès est rapide. Ouais. Alors, il a eu 2 phrases. Ça, il constate en 1913 que le temps de la révolution est probablement en train de s'achever. Oui, oui. Et puis, en 14, il dit, il nous faudrait une petite guerre pour arrêter ça. Ouais. Et il a eu raison. Parce Alors, que Nicolas II voilà, n'a pas compris. le temps nous presse malheureusement. Mais enfin, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire la même chose? Est-ce qu'on peut dire qu'en Russie, aujourd'hui, il y a l'émergence d'une classe moyenne et que finalement, même si ça a été affreusement dramatique, s'il n'y a pas de catastrophe, comme vous disiez à l'instant, on peut imaginer que la Russie, dans quelques années, finira comme la Pologne, disons, ou la Hongrie, Oui, je dirais, à nous rattraper. et vous avez dit le mot juste, il y a une classe moyenne qui est en train de se développer. Alors, elle est dans une situation très difficile et la crise financière d'août 98 l'a frappée de plein fouet. Il n'empêche qu'elle existe, qu'il y a une initiative. On a tort, on dit tous ces gens sont paresseux, etc., ce sont des voleurs, c'est pas vrai. Il y a toute une série de petits entrepreneurs qui se sont mis au travail, le pays change. Alors, ce pays a 2 atouts formidables. Bon,
il a des ressources incroyables, même s'il est ruiné. Et c'est vrai que le niveau d'éducation de la société, mais depuis le dernier des paysans jusqu'aux universitaires, est tellement élevé. On ne peut pas imaginer des illettrés, on ne peut rien imaginer de tout ça. Que quand on a ces atouts-là, on s'en sort toujours. Alors, moi, je dirais que, bon, il y a une bonne dizaine d'années encore à traverser. Est-ce que le ressort, est-ce qu'il faut une nouvelle génération? Parce que Jean-François Revel, qui était assis à votre place il y a quelques temps, me disait, le problème, c'est que tous les gens, aujourd'hui, le ressort a été cassé, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les réactiver, quoi. Oui, mais les gens qui ont 30 ans maintenant. Mais ceux voilà, les jeunes. Les gens qui ont 30 ans, ils avaient 20 ans. Ouais. Au moment où le régime soviétique est tombé, et en fait, ils ont grandi dans un système où plus personne ne croyait au régime soviétique. Donc, il y a une génération qui sort de là. La vérité, c'est qu'il y a une génération qui va disparaître, et c'est très triste, parce que cette génération... Un peu nostalgique, en plus, cette génération elle est nostalgique, elle est faite de gens, si vous voulez, qui ont tout perdu. Ils ont perdu leur sécurité. Merci, vous voyez, je suis désolé, là, on a débordé, mais avec vous, c'est vraiment un plaisir. Merci d'être venu nous voir, Hélène Carrère-Dancause. On continue avec notre coup d'œil sur Design 2000 à l'espace Landowski de Boulogne-Billancourt jusqu'au 30 avril, une expo où l'on apprend combien, pour les nouveaux maîtres du design, Stark, sa marque. Séverine Verba le remarque, Magnéto. La nouvelle vague de jeunes designers fait-elle la révolution? Si l'on s'assoit toujours sur une chaise, la relève repense les objets du quotidien et l'usage de la technologie. Accès à l'essentiel et mise entre parenthèses du style à tout prix sont leurs devises. Fausse humilité ou naissance du design à visage humain, qu'importe, Papy Stark peut être fier de ses petits. Stark et sa génération étaient avant tout des créateurs, d'où l'idée de mettre en avant la personnalité. Je pense que notre génération va plutôt mettre en avant une démarche et des produits. Tous les gens qui sont ici, pour la plupart, sortent d'école, alors que les générations d'avant étaient souvent des autodidactes, voire des architectes. On a dépassé ce stade où on arrivait avec un intérieur clé en main, où tout était contrôlé, à sa place, etc. Et on n'avait plus qu'à faire la photo, justement, dans un magazine de décoration. Si Philippe Stark a très largement contribué à faire reconnaître le design en France, celui-ci trimballe encore quelques casseroles des années 80. Froideur, raideur et élitisme. La nouvelle génération doit lutter contre de nombreux clichés pour valoriser le design accueillant et intelligent. Ça coûte pas plus cher de faire un produit coloré qu'un produit translucide. C'est juste la matière première qui change un petit peu de nature, mais ça coûte pas plus cher. Ça, c'est une fausse idée qu'on a voulu donner. Et même souvent, un produit qui est designé, ça permet de remettre en place, de remettre en question un peu sa construction, et ça permet souvent d'économiser certaines pièces, etc. Et globalement de faire une économie. Les boîtes peuvent se compléter au fur et à mesure, donc on peut avoir une bibliothèque avec 3, 4, 5, 6 modules, et on peut envisager donc que la bibliothèque, elle va bouger dans la maison, elle ne va pas rester à un endroit précis. C'est une colonne d'hospitalité, ça s'appelle Quand j'y monte à Paris. L'idée, c'est d'avoir un lit d'appoint, mais d'une typologie un peu nouvelle, dans le sens où, quand Jim n'est pas là, la colonne propose un faible encombrement. Et quand Jim arrive, en fait, on vient simplement ouvrir la colonne, et la lumière devient sa lampe de chevet, et l'horloge devient son réveil matin. Donc, si on n'a pas une chambre d'amis, on a au moins un espace chez nous à lui offrir, et on fait geste d'hospitalité. Donc, ce projet s'appelle « Quand Julie rencontre Jim ». L'idée était d'associer donc une petite signalétique pour faire penser à l'utilisation du préservatif. Il est rangé en fait dans une petite poche qui se trouve dessous le coussin. Je reçois maintenant Jean-François Kahn pour la parution chez Flammarion de son essai intitulé « De la Révolution ». Jean-François Kahn, bonsoir. Bonsoir. Alors maintenant, ce soir, on va parler du livre qui s'appelle « De la Révolution », c'est chez Flammarion. Alors vous dites tout va bien, donc il va y avoir la Révolution. C'est sûr que ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Vous êtes un peu le Paco Rabanne de la Révolution, non, maintenant, là? Vous nous annoncez cette Révolution. Alors expliquez-nous plus sérieusement. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres. Et... Non, je crois que c'est... Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Une révolution, c'est lorsque, à la question fondamentale, au centre quoi,
vous répondez au centre n'est pas ce qui devrait y être. Par exemple, il y a un type à un moment qui dit au centre, vous dites qu'il y a la Terre, non, il y a le Soleil. Ça s'appelle la révolution copernicienne. Absolument. C'est la révolution de Copernic. Aujourd'hui, au centre, pour revenir à la culture, au centre de la production culturelle, hier, il y avait le papier sur lequel on écrit. Aujourd'hui, il y a l'écran. C'est une révolution, ça s'appelle la révolution informatique. Si au centre de la société où il y avait le mâle, vous et moi, vous mettez la femme au même titre que le mâle, c'est la révolution féministe. De la même façon... Quand il y avait l'Église, après il n'y a eu plus l'Église, c'est la révolution laïque. Voilà. Bon. Et lorsque, à la place de l'aristocratie, on met la bourgeoisie, vous avez la révolution de 89. Lorsqu'à la place du roi, on met le Parlement, vous avez la révolution de 1848. Bien. Donc, la révolution, c'est ça. C'est tout à coup, on change une centralité. Eh bien, aujourd'hui, se pose cette question. Et alors, vraiment, il suffit d'écouter des gens. C'est très fort. C'est qu'il y a eu une évolution auquel on n'a pas été conscient au début, où tout à coup, au centre, est en train de s'installer le capital financier. Oui. Et il y a une aspiration à remettre ce qui devrait être au centre, c'est-à-dire l'homme, vous, moi, l'être de chair. Et à partir de ce moment-là, une révolution est fatale. Vous dites la logique pancapitaliste porte en elle la latence d'une révolution universelle. Donc c'est une révolution anti-néolibérale, qui naît de la régression actuelle et de la frustration sociale, en fait, c'est ça. Oui, parce que... Alors, un autre aspect, c'est qu'évidemment, on ne sait jamais. Bon, d'abord, la contradiction. Vous voyez, je vais à votre secours, si j'ose dire. Il y a une contradiction dans mon livre, mais la vie est faite de contradictions. C'est qu'en vérité, une révolution ne s'annonce jamais. Oui. Par définition, non seulement cela, mais les révolutions éclatent. Je l'ai étudié. Oui, il n'y a pas des gens dans un salon qui préparent ce que vous dites, d'ailleurs, qui préparent la révolution. Ça n'est jamais... Si, ça se fait, mais ça ne marche jamais, ça. Il y en a, M. Krivine, Laguilly, ils font que ça, mais... C'est ce que vous appelez le révolutionnarisme. Voilà, jamais ils ne feront de révolution. Bon. Et en plus, les révolutions éclatent, 1830, 48, etc., toujours au moment où on pense que ce n'est plus possible et qu'il n'y aura plus jamais de révolution. Tocqueville l'explique très bien. Et d'ailleurs, c'est normal, puisque quand on croit qu'il va y avoir une révolution, on s'arrange pour qu'elle n'éclate pas. Ouais. Et elle n'éclate d'autant mieux que quand on ne s'y attend pas et qu'on ne le prépare pas. Donc, de toute façon, cette impression-là. Pourquoi? Et deuxièmement, on ne sait jamais qu'on fait une révolution. D'ailleurs, on ne fait pas une révolution. Ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, on a l'impression qu'on est confronté à une régression. Vous dites que la révolution vient couronner un mouvement. Voilà. Ce qui, parlant de révolution, est un terme peut-être mal choisi. On a l'impression qu'il y a une régression, c'est-à-dire, autrement dit, une contre-révolution. Ouais. Et donc, vous ne faites que vous opposer à une régression. Et tout à coup, vous découvrez, alors vous ne le saviez pas, que vous avez fait une révolution. Votre théorie aujourd'hui, c'est que la révolution naîtra de la contre-révolution, c'est-à-dire qu'effectivement... d'un refus de la contre-révolution. Un refus de la contre-révolution qui est la régression sociale, l'horreur économique, Viviane Forester, etc. À un moment, il y aura une régression de trop. On ne sait pas quand. Il y aura une régression de trop. En 95, ça a failli. Mais vous savez que moi, je vous affirme que je suis sûr que si Chirac a fait la dissolution, c'est qu'il a pensé à 95 qu'il y avait un climat pré-révolutionnaire. C'est une des raisons pour lesquelles il l'a fait. Vous pensez qu'il l'a fait exprès? Oui, il l'a fait exprès. Bon. Alors, vous analysez dans votre livre les différents types de révolutions. Alors, celle qui trouve grâce à vos yeux, évidemment, c'est la première révolution anglaise, parce que ça, pour vous, c'est la révolution démocratique. Enfin, il n'y a pas de coup de feu, il n'y a pas de... Tout se passe bien, c'est une révolution calme. La révolution française... La deuxième révolution anglaise. La première, il y a eu des morts. La deuxième, qui est splendide, et il y a eu un type qui s'est foulé la cheville. Ça, c'est pour vous, c'est le modèle. Il y a la révolution française, dont vous dites qu'elle a été trahie. Oui, enfin, elle a été trahie par Napoléon. Oui. Bon, mais elle a déjà été trahie parce qu'il y a eu le putsch montagnard qui a débouché sur la terreur, qui était déjà une trahison de l'humanisme de la Révolution de 89. Votre préférée, c'est celle de 48, 1848. Ça, c'est celle-là aussi qui a raté, mais qui a... D'abord, elle est très belle, elle est romantique, elle est très belle. C'est votre côté hugolien, ça. Voilà. Vous êtes fasciné par Victor Hugo. C'est une matrice révolutionnaire. Voilà. La révolution russe, vous dites que c'est pas une vraie révolution, c'est un putsch, en fait. La seconde, celle d'octobre. Celle d'octobre, c'est un putsch. C'est une petite minorité armée qui prend le pouvoir par la force. Et c'est d'ailleurs une contre-révolution par certains aspects. Oui. Alors, finalement, la révolution, la révolution chinoise, la révolution yougoslave, vous dites que ce n'est pas des révolutions, c'est des prolongements de guerres nationalistes. Oui, c'est différent. C'est que vous avez... Alors ça, ce sont des révolutions, mais des révolutions nationales. C'est-à-dire que nous, on sait que c'est des régimes communistes, mais les gens qui ont participé à ces révolutions ils l'ont pas vécu comme ça. Ils l'ont pas vécu comme ça. Ils ont fait une révolution nationale, et puis ils se sont retrouvés dans une révolution communiste. Voilà. 68, vous dites que c'est une théâtralisation un peu nostalgique. Vous dites de toute façon, le résultat de 68, c'est qu'on s'est retrouvé avec le parti de l'ordre au pouvoir, et finalement avec 13 ans de... Enfin, c'était pas le RPR à l'époque, mais enfin, c'était l'UDR.
Donc on parlait de 95. Finalement, vous êtes un peu sur la ligne politique des guignols qui luttent contre la World Company, quoi. C'est pas une critique, hein. Non, non, non. Je pense qu'il faut une analyse très juste de oui, la société sûr, actuelle des guignols. Bien sûr. Bon, d'abord, il y a un aspect dans ce livre où je lutte, je lutte et je lutte. Parce que, je voudrais reprendre sur le thème, je lutte, mais c'est pas l'essentiel. Je veux dire, au fond, je ne dis pas, je dis il va y avoir une révolution, mais très sincèrement, je crois qu'elle a déjà lieu. Le problème n'est même pas savoir, y aura-t-il une révolution ou y aura-t-il pas une révolution? Il y aura une révolution, pour la raison que je viens de vous dire. Parce que quand vous avez une logique dont tout le monde dit qu'elle est perverse, qu'elle provoque de l'insécurité, qu'elle provoque une plus grande criminalité, qu'elle exclut des millions de gens des continents entiers, etc. Mais, on ne peut pas faire autrement. C'est terrible, mais c'est implacable. Il y a un certain moment où les gens disent non. Et ils diront non. Le seul problème, c'est que dire qu'il y aura une révolution n'exclut pas le fait qu'elle peut être une révolution pour le pire. Et donc le vrai choix aujourd'hui... C'est la révolution pour le meilleur. Voilà, c'est de dire, attention, si on ne prépare pas et si on n'en refond pas une révolution pour le meilleur que je propose, nous aurons une révolution. Mais fascisante, islamisante, intégriste, néo-stalinienne, néo-gauchiste, pour le pire. Donc en vérité, le dilemme, c'est sera-t-elle pour le pire ou sera-t-elle pour le meilleur? Vous ne changez pas. Hein. Ouais, Non, mais vous avez une espèce de... C'est tout ça formidable. On ne voit plus assez à la télé. C'est formidable. Alors, dites-moi, votre père était prof de philo, donc c'est vrai que vous avez été quand même habitué dès votre plus jeune âge. Votre frère, je ne savais pas, Axel Kahn, c'est votre frère, le fameux généticien là. Je ne savais pas du tout. Hein. Mais alors, pendant qu'on y est, je vous signale que j'en ai un autre, qui est également scientifique, dont tout le monde me dit qu'il aura le prix Nobel. Je ne sais pas si c'est vrai, mais tout le monde me le dit. Vous étiez le plus connu. Moi, je ne comprends rien. Là, déjà, Axel Kahn, il monte, vous êtes dépassé par... Moi, je suis le nulard de la famille. Ouais. Mais bon. Alors, vous êtes né en 38 et en 40, vous entrez à l'école maternelle de la rue Saint-Benoît. Je me suis un peu renseigné sur vous. On vous servait du pâté de poisson qui était infâme et vous étiez le seul à aimer ça et à piquer celui des autres. Alors, oui, on faisait du pâté de poisson parce que c'était l'occupation. Bah, c'était 40, bien sûr. Mais vous savez pourquoi c'est une histoire qui m'amuse. Parce qu'en effet, on nous donnait du pâté de poisson. Tout le monde trouvait ça dégueulasse. Dégueulasse. Ça prouvait à quel point on était dans une période difficile. Et maintenant, il faut payer une fortune dans les magasins 3 étoiles, dans les trucs, pour avoir ce qu'on appelle des terrines de poisson. Voilà, mais c'est exactement la même chose. Alors, vous aviez un nom juif, mais en fait, c'était votre mère. Votre mère n'était pas juive, donc vous n'êtes pas vraiment juif. En fait, c'était votre père. Mais pour les Allemands, c'était un peu la même chose, de toute façon, que ce soit le père ou la mère. Et alors là, vous avez une expérience, et ça m'étonne beaucoup, parce qu'en ce moment, je tombe toujours sur des choses comme ça. Votre père vous envoie dans l'Indre-et-Loire pour vous protéger. Lui, il s'engage dans les FTP. Et là, vous avez la même aventure que Claude Berry, que Bernard Franck, que Grunberg, que beaucoup de gens qu'on a reçus ici, qui vous ont raconté. C'est toujours un peu cette même aventure, un peu le vieil homme et l'enfant, quoi. Vous vous retrouvez dans la campagne française pendant la guerre. Et à la Libération, votre père quitte le PCF, et là, il y a une aventure assez malheureuse. En 68, il a été déstabilisé par 68. Qu'est-ce qui s'est passé, votre père? C'est que j'aime pas beaucoup parler de ça, mais je sais pas si c'est... Non, 68, il l'a ébranlé, je sais pas. Il était gaulliste, hein. C'était vraiment un gaulliste très... Parce qu'il était résistant, parce que De Gaulle, et puis pour des tas de raisons, il était très gaulliste. Et puis, bizarrement, 68 a réveillé chez lui des ardeurs révolutionnaires de sa jeunesse. Hein, c'est ça que je veux dire, il était un peu déstabilisé par 68. Et en même temps, l'échec l'a déstabilisé. Mais bon, voilà. Et alors, il vous a beaucoup marqué, votre père, parce qu'à 17 ans, il vous faisait lire Ulysse de Joyce, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça vous a... C'est-à-dire qu'il m'en a dégoûté. Voilà, voilà, c'est là où je voulais en arriver, parce que je me suis toujours demandé pourquoi vous aviez ce goût de la chanson. Vous avez fait des émissions sur Inter, qui étaient formidables d'ailleurs, et vous avez rejeté tout ça, et vous êtes mis à aimer tout ce qu'il ne connaissait pas. Là, en revanche, j'aime bien que vous me parliez de ça, parce que c'est vrai, il y a du vrai. C'est-à-dire, c'était... Je le dis, mais je crois que beaucoup de gens peuvent le dire, beaucoup de gens l'ont connu, parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il était professeur de philosophie et directeur d'un cours. Voilà, après la guerre, il a dirigé un cours payant. Très longtemps, qu'a fréquenté des tas de gens, et tout le monde vraiment dit que c'est un homme admirable, un type extraordinaire, pédagogue, et il a eu sur moi, sur mes frères, une influence mais fabuleuse, il nous a appris tout ce qu'on sait, etc. Cela dit, c'était l'intellectuel, mais dans toute son ampleur. Vous voyez, pour lui, la musique, par exemple, ça s'arrêtait à Monteverdi et ça reprenait à Schoenberg. Vous voyez, bon.
Et ce qui est vrai, c'est que cet intellectualisme absolument débridé chez lui a provoqué, non pas un rejet, mais une réaction qui fait que je me suis mis à aimer la chansonnette, bah oui, je me demandais, le Perrette. Voilà, je me suis toujours demandé pourquoi vous aimiez les films d'aventure. L'Arme fatale numéro 2. Voilà, les films d'aventure en Technicolor, pourquoi vous vouliez écrire un livre sur Mike Brandt. Et je me suis toujours demandé pourquoi, et en préparant cette interview, en m'intéressant à votre vie, j'ai compris que c'était un rejet, en fait. C'est pas un rejet, c'est parce que Bien. Alors, le temps nous presse, donc je raconte un peu votre vie, parce que là aussi, il y a des choix qui sont intéressants. Vous faites des études d'histoire, puis pour payer vos études, vous êtes plombier à Issy-les-Moulineaux. Non, pas plombier, j'ai été, comme beaucoup, j'ai fait le tri un an à la gare du Nord. J'étais trieur postal, j'étais le tri des colis dans la poste. Et ensuite, j'ai été manœuvre à Issy-les-Moulineaux chez Desfossés. Oui. Ah, vous aviez été manœuvre ici dans une imprimerie, de l'imprimerie Desfossés, qui était Issy-les-Moulineaux. Et alors, vous quittez le professorat d'histoire géo et vous dites un de mes actes de non-courage a été de fuir la dureté du professorat, d'être devenu journaliste par faiblesse. Bah voilà, c'est vrai, je le dis parce que c'est vrai. Ouais. C'était plus dur d'être prof. Oui, j'aimais bien être prof, mais c'est vrai que c'était très très dur et j'ai eu une espèce de... J'ai pas été d'un courage extraordinaire, j'ai été vers une facilité. Bah, j'avais une possibilité d'être journaliste. Ouais, heureusement pour nous. Bon alors après, je vais pas raconter toute votre vie parce que le temps nous presse. Enfin, ça m'est arrivé d'être courageux dans ma vie aussi. C'est ce que je voulais dire, oui, c'est ça, c'est que de toute façon... Ça m'est arrivé, mais bon, on n'est pas toujours. Donc début 60, vous rentrez à Paris Presse, Le Monde, L'Express, Europe 1, Antenne 2, Quotidien de Paris, avec notre ami Tesson, Les Nouvelles, que vous quittez quand Tesson, quand il refonde le quotidien, devient un peu plus réactionnaire, disons, et donc vous quittez, vous dites, je ne veux pas faire avec l'argent de Tesson des choses qui sont contre ses idées. Moi, j'ai quitté beaucoup, remarquez. Quand je quitte pas, on me vire. Oui, vous avez tout en quitté. L'événement du jeudi, Marianne, l'événement du jeudi, etc. Et il y a un autre problème, quand on parlait de courage tout à l'heure, vous dites, c'est un peu le deuxième acte de non-courage, vous dites, très tôt, j'ai eu le projet d'écrire, mais bon, pour des raisons alimentaires, j'ai fait des piges et j'ai écrit des livres alimentaires. Et en fait, ça a été mon drame pendant longtemps. Et votre premier livre personnel, ça a été « Si on essayait autre chose ». On n'a pas beaucoup parlé. C'est vrai qu'on parle moins de vos livres que de vos journaux. C'est pourtant un livre intéressant. 16 000 exemplaires, c'est pas beaucoup. Alors, est-ce que vous ne regrettez pas, question terminale, d'avoir réussi comme patron de presse, mais finalement pas comme essayiste, comme philosophe, enfin, disons, comme ce que vous faites avec de la Révolution maintenant? Le problème, c'est que d'abord, il fallait que je vive. Donc, je faisais des livres pour avoir du pognon. Donc, ce n'était pas forcément des livres que j'avais envie de faire, etc. En plus, j'avais peur parce que, comme je n'étais pas un universitaire, j'étais un journaliste, etc., j'avais peur, je sentais que quand j'allais aborder des problèmes qui sont la spécialiste des philosophes professionnels, etc., je risquais d'en prendre plein la gueule. J'avais bon. Donc j'ai retardé. Puis après, je m'y suis mis. Là, vous y êtes mis, là. Je m'y suis mis. Cela dit, je ne suis pas mécontent. Vous savez, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'esquisse de philosophie du mensonge. C'est un livre de philosophie. Je crois qu'on a dû en vendre quasiment 50 000. Je peux vous dire que vendre 50 000 un livre de philosophie, c'est très rare. Non, mais vous avez toujours cette volonté d'écrire. Mais c'est vrai. Non, mais j'ai changé. À une époque, puisqu'on parle très franchement, à une époque, jusqu'au moment où j'ai écrit Tout change parce que rien ne change, qui est un livre théorique qui pour moi est très important. Alors on dirait qu'il faisait 800 pages, mais qui est vraiment très très important. Bon, jusqu'à ce moment-là, c'est vrai que je cherchais la reconnaissance. Enfin, la reconnaissance qui est, quand je dis la reconnaissance, je veux dire par là, j'écris des livres, je dis quelque chose, qu'on les examine, qu'on le juge, qu'on dit que c'est bien ou pas bien, mais qu'on s'intéresse qu'à ce qu'il y a dedans, etc. Bon, c'est pas arrivé, parce que j'étais prisonnier de mon rôle de journaliste. Et puis à partir de ce moment-là, je m'en suis foutu complètement. Et maintenant, je suis très très libre là-dessus. C'est-à-dire que je m'en fiche, je n'attends plus rien. Non, mais vous êtes extraordinaire. Et je me donne du plaisir à moi-même. Je vais terminer là-dessus, mais vous êtes extraordinaire. Vous dites vous avez déclaré, une fois que Marianne sera définitivement lancée, je songe à me remettre à l'écriture, mais à l'écriture de livres. Et en fait, vous reprenez l'événement du jeudi, quoi. Non, mais je fais de l'écriture. J'ai dit ça, non, je n'ai pas dit ça, parce que j'écris. La preuve, je sors un livre, là. Mais bon, ça m'empêche pas de... Parce que là, vous pourriez avoir Marianne qui roule dans un coin, et puis vous consacrez encore plus à ses livres. Ah non, mais moi, à un moment, si je pouvais me retirer, faire que ça... Vous avez essayé dans Lyon de vous retirer. J'ai passé 2 ans merveilleux. Ça n'a pas marché, vous étiez obligé de revenir. Bien, vous voyez, le temps nous presse, je suis désolé. Merci en tous les cas d'être venu. On enchaîne avec Marc Lévy, dont le premier roman, intitulé de façon tout à fait prémonitoire « Et si c'était vrai », a été vendu pour $2 millions à Steven Spielberg, avant même sa sortie en France et sa traduction en 20 langues. Pierrick Becquet est allé voir se transformer le conte de fées en compte en banque, Magnéto. C'est incroyable, c'est un énorme gâteau, c'est un cadeau génial, c'est un moment de vie formidable. Ce qui m'arrive, j'ai écrit un premier roman et le livre a été, les droits du livre ont été cédés à Steven Spielberg qui va faire le film à la fin de l'année.
Et si c'était vrai, le premier roman de Marc Lévy raconte l'histoire d'un homme amoureux d'une femme fantôme qu'il est le seul à voir et à entendre. Cette femme, en réalité, est dans le coma, mais son esprit vagabonde. Une histoire qui a séduit tous les producteurs d'Hollywood. J'avais écrit cette histoire en la dédiant à mon petit garçon, avec pour idée qu'il la lise dans 20 ans. Et puis c'était pas pour être publié, et en fait c'est ma sœur qui est scénariste qui a piqué le manuscrit chez moi, qui l'a lu et qui m'a fait un forcing pour que je l'envoie vraiment chez un éditeur, ce que j'ai fait. Et puis 10 jours après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on vous publie. Tu l'as trouvé ? Bah oui. J'ai bien fait. Mon travail, c'est d'essayer de vendre dans le monde entier des histoires qui peuvent intéresser le monde entier. J'ai rédigé un synopsis en anglais. Et ce synopsis, je l'ai amené à Francfort, à la foire du livre de Francfort. Et à partir de ce synopsis, tout le monde, à la foire de Francfort, commençait à parler de cette histoire. C'est qui tout le monde ? C'est-à-dire les éditeurs du monde entier qui commençaient à faire des offres pour acheter des droits de traduction et les gens du cinéma. Ce bureau ici était harcelé par coups de téléphone du matin jusqu'au soir, même les producteurs qui se réveillaient au milieu de la nuit à Los Angeles pour nous appeler. C'est vous qui avez choisi le producteur, alors c'est vous qui avez choisi Spielberg, non ? C'est énorme ce que vous venez de dire. Non, je peux pas dire ça. Il y a eu une compétition entre différentes majors américaines, mais quand vous avez Steven Spielberg qui s'intéresse à votre histoire, vous pouvez pas dire j'ai choisi Steven Spielberg. Il s'est intéressé à mon histoire et c'était magique. Ce qu'il m'a dit lui, c'est vous avez raconté une histoire sur un monde inconnu qui, moi, m'est extrêmement familier. Ce qui a touché Steven Spielberg dans cette histoire, je crois que c'est la générosité des personnages, la répartie et en même temps la tendresse qu'il y a en eux. Et quelque chose qui, je pense, lui est familier, c'est que ce sont deux personnages qui n'ont pas perdu leur rêve d'enfant. Pour acquérir les droits du roman, Steven Spielberg a déboursé quelques 2 millions de dollars. Marc Lévy, qui dirige un cabinet d'architectes à Paris, va prendre une année sabbatique puisqu'il a été engagé comme producteur artistique du film. Laurent Delmas, rédacteur en chef de la revue Synopsis, y voilà un exemple à suivre. Il n'y a pas de complexe à avoir par rapport au cinéma américain sur les histoires. Et la success story de Marc Lévy est un exemple, c'est peut-être une exception, mais elle confirme bien quand même l'idée que, du point de vue des histoires, en Europe, on a encore beaucoup de choses à raconter. J'ai été très étonné de voir des gens qui étaient hyper heureux ou des gens qui m'ont dit mais c'est génial que ça t'arrive parce que tu vois ça donne de l'espoir puisque on se dit tiens c'est possible. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.